Distingués invités, chers candidats, chers internautes de la région Monde, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est pour moi un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi à l'Agence universitaire de la francophonie, une association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de la recherche francophone regroupant 1007 établissements universitaires sur tous les continents et dans 119 pays. En votre nom à tous, j'invite Madame Jayanti Gokul de l'Agence universitaire de la francophonie. Chers candidats, chères candidates, chers spectateurs, chères spectatrices qui nous regardent en ligne, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir à la finale du concours Mathèse en 180 secondes, la deuxième édition pour Maurice. Situation sanitaire oblige, nous ne pouvons pas la tenir tout à fait en présentiel comme nous l'aurions souhaité. Toutefois, nous avons essayé de faire une finale hybride, un peu de présentiel et un peu de distanciel, tout en respectant les consignes actuelles en vigueur. L'Agence universitaire de la francophonie, au niveau de ses services centraux, est très impliquée dans le comité d'organisation de ce concours international francophone. Les directions régionales de l'Agence universitaire de la francophonie relaient cette initiative dans les pays de leur périmètre géographique. Et pour Maurice, nous sommes cette année à notre deuxième édition, la première ayant eu lieu en 2019, dans des circonstances qui étaient relativement plus favorables. Donc je me réjouis déjà de nos 13 candidats et candidates qui participent à ce concours, d'autant plus qu'à Maurice, les thèses sont majoritairement en anglais. Le concours Mathèse en 180 secondes est un jeu sérieux. C'est un jeu car le caractère ludique du dispositif est indéniable. Comme également, d'ailleurs, son caractère sérieux qui est tout aussi avéré. La vulgarisation de la recherche est certes un art complexe. MT 180, c'est plusieurs défis à la fois. Le premier défi, c'est de pouvoir transmettre à un public non spécialisé des résultats de recherche issus de tel ou tel domaine scientifique. Le second défi est de faire cette transmission en un temps aussi limité qui correspond en quelque sorte à 1 minute par année de recherche. Une thèse se faisant en principe en 3 années. Répondre à ce double défi est une contribution à la nécessaire vulgarisation scientifique que doivent opérer les universités, leurs chercheurs et leurs doctorants et doctorantes. Les sociétés en général sont avides de savoir ce que peuvent leur apporter les recherches conduites, notamment en leur milieu académique. Et il faut savoir satisfaire cette curiosité. MT 180 en est un moyen parmi d'autres, mais un excellent moyen de par sa diffusion et de son audience. À cette utilité sociale de la recherche s'ajoute pour les candidats et les candidates un apprentissage utile pour leur travail de doctorat, mais aussi utile pour leur employabilité future. Quelques mots sur Mathèse en 180 secondes lui-même. Je profite de cette opportunité pour brièvement tracer la petite histoire de MT 180. Elle est australienne. Elle est inspirée du concours 3 Minute Physics qui a eu lieu la première fois en 2008 à l'Université de Queensland en Australie. L'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, va créer 4 années après, en 2012, Mathèse en 180 secondes. En 2015, l'Agence universitaire de la francophonie a rejoint le comité international et soutient l'organisation de ce concours dans une vingtaine de pays à travers le monde. Et en 2021, l'AUF va soutenir 27 pays, dont 9 nouveaux pays. Avant de conclure, je tiens à adresser mes vifs remerciements d'abord à Madame l'ambassadrice de France à Maurice, son Excellence Madame Florence Cossier-Tissier, ainsi qu'à Monsieur l'attaché de coopération éducative de l'ambassade de France à Maurice et à leur équipe à l'Institut français de Maurice, tant pour être notre partenaire officiel pour cet événement, partenariat renouvelé puisqu'il l'était également pour la première édition à Maurice en 2019. Également pour le premier prix attribué aux lauréats, je voudrais souligner ici le caractère très pertinent du premier prix qui est donc une mobilité à la Réunion qui contribuera efficacement au travail du doctorat du lauréat. Il s'agit donc d'un engagement très fort de l'ambassade de France à Maurice, à nos côtés, dont nous nous en réjouissons
comme je me réjouis également de nos collaborations fructueuses pour l'appui francophone à l'enseignement supérieur et la recherche. Je rappelle que le lauréat ou la lauréate de la finale nationale aura la possibilité de participer à la finale internationale du concours MT 180 qui aura lieu cette année en septembre à Paris. Nous avons eu plusieurs partenariats pour cette édition 2021. Je suis saisie de cette occasion pour les nommer Organisation for Women in Science for the Developing World, OWSD, qui est un réseau des femmes scientifiques dans le monde pour leur rapport significatif sur le plan organisationnel ainsi que sur le panel des jurys. AfriEDX pour leur support indéfectible au niveau de la logistique. Et là, je profite pour mentionner que cette finale a pu se tenir dans les conditions sanitaires qui étaient remplies d'incertitudes pour Maurice, grâce à l'apport des nouvelles technologies, et on remercie chaleureusement AfriEDX pour ce partenariat logistique. Le Mauritius Gymkhana Club pour son appui tant sur le plan organisationnel que sur le panel des jurys. À notre partenaire média, l'Éco Austral, avec qui nous avons des relations régulières, non seulement à Maurice, mais aussi sur la région, et que je remercie de donner régulièrement audience au monde universitaire dans leur magazine à caractère économique. Aux membres du panel des jurys, à Robert Furlong qui a accompagné nos candidats et candidates dans leur préparation dans le cadre de ce concours, à la maîtresse de cérémonie de ce jour, à la très petite équipe du CNF, et enfin, à tous les candidats et toutes les candidates, car sans votre implication et votre participation, ce concours n'existerait pas. Donc je vous remercie, vous tous et vous toutes, de votre attention et je vous souhaite de passer un excellent après-midi à assister à la finale de ma thèse en 180 secondes et bonne chance aux candidats et aux candidates. Merci, Madame Jayanti. En votre nom à tous, j'invite son Excellence, Madame Florence Cossé-Tissier, ambassadrice de France à Maurice, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Excellence, je vous invite à vous adresser à nous. Je suis très heureuse de m'adresser à vous à l'occasion de cette deuxième édition de ma thèse en 180 secondes à Maurice. Mon message est virtuel, mais il n'en reste pas moins sincère et engagé. L'ambassade de France et l'Institut français de Maurice sont fiers d'être associés à cet événement qui valorise la langue française, ainsi que la qualité de notre enseignement supérieur et bien sûr de nos étudiants. La recherche est intimement liée à l'innovation. La France porte une ambition forte de soutien à la recherche publique qui a d'ailleurs fait l'objet d'une loi votée l'année dernière, en 2020. La France à Maurice porte aussi, bien entendu, une attention particulière à cette thématique. Et pour revenir au concours qui nous réunit aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ambassade a doté la compétition d'un premier prix particulièrement motivant. Dès que la situation sanitaire le permettra, le lauréat ou la lauréate pourra se rendre durant une semaine dans un laboratoire réunionnais de sa discipline pour échanger avec ses pairs et progresser dans ses connaissances. Notre gagnant aura aussi le privilège d'être invité à participer à la finale internationale à Paris en septembre 2021 qui, espérons-le tous, se tiendra en présentiel. Ce sera une magnifique tribune pour présenter son projet devant un large public de passionnés avec une résonance internationale grâce au relais des réseaux sociaux et des sites internet dédiés. L'intérêt de cette compétition présente un formidable effort de synthèse, de concision et de vulgarisation. Pour se préparer, grâce à l'Agence universitaire de la francophonie, les candidates, les candidats ont pu bénéficier des précieux conseils de M. Robert Furlong dans la maîtrise de l'art oratoire. Merci à l'Agence universitaire de la francophonie pour la programmation de cette manifestation. Je sais que la représentante de l'EUF, ici à Maurice, Madame Jayanti Gokul, n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à cette prouesse technique de faire de cette finale un événement 100% numérique. Et pour finir, bien sûr, tous mes encouragements aux candidates et aux candidats qui ont déjà brillamment remporté les épreuves de sélection et qui vont maintenant nous éblouir avec leurs prestations. Bravo pour l'effort porté. Je vous souhaite bonne chance
et vous redis toute mon admiration. Excellence, merci pour ces quelques mots. Accueillons à présent les membres du jury. La présidente du jury, Madame Devika Saddle, chercheuse et présidente du réseau des femmes scientifiques. Monsieur Madhav Nitaban, consultant en marketing et représentant régional des clubs Toastmasters de Maurice et de Madagascar. Madame Jayanti Gokul de l'Agence universitaire de la francophonie. Je vous rappelle les critères principaux sur lesquels les candidats seront évalués. Talent d'orateur et implication, vulgarisation, structuration de l'exposé et un dernier critère, coup de cœur. Allons à présent à la découverte des finalistes de la deuxième édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Notre première finaliste est Madame Oxide Kimberley, Université de Maurice. Bonjour à tous, bonjour Tujimoun. Comme vous pouvez l'entendre, je suis plurilingue et je suppose que vous aussi. Mais à quoi servent toutes ces langues? Ce qui va nous intéresser dans un premier temps aujourd'hui, c'est ce qu'elle transporte, ce que la langue véhicule. Imaginez une voiture ayant comme conductrice la langue. Et bien au confort dans le siège arrière, qui est-ce? La culture, car bien sûr, la culture, elle est importante, elle est savante, elle est populaire, elle est riche. Et cette culture peut même être industrialisée. Cette industrialisation de la culture se passe dans plusieurs secteurs d'activité, tels que le spectacle vivant, la musique, entre autres. Mais attendez, quels sont les liens entre la conductrice et les industries de son passager? Quels sont les rapports entre la langue et les industries de la culture, particulièrement dans notre île à Maurice? Vous assistez à des spectacles de danse, à des concerts, à des pièces de théâtre, vous écoutez de la musique, vous voyez des annonces de spectacles et d'autres événements culturels. Mais en quelle langue? Quelles sont les pratiques linguistiques et les choix linguistiques au sein des secteurs d'activité? Quels sont les termes spécifiques utilisés? Par exemple, dans le secteur du spectacle vivant, les danseurs utilisent des termes comme pas de chat, pas de bourrée, windmill, flair, moulin à vent, rouler, parce qu'en mauricien on fait rouler, des roulades, des termes typiquement mauriciens, des termes européens et des termes mauricianisés aussi. Maintenant, la communication et la commercialisation des événements culturels se font en quelle langue? Dites-moi. Et surtout pourquoi? Parce que c'est ça le plus important. Le choix linguistique pour la commercialisation d'un événement culturel vise de potentiels consommateurs. C'est-à-dire vous. Oui, vous, et moi aussi, dans une visée culturelle et économique. Alors, aujourd'hui, ici, maintenant, la question à se poser, c'est quelle est la contribution culturelle et économique de mes langues, de vos langues, de nos langues au sein des industries culturelles par le biais des secteurs d'activité. Notre prochain candidat est Monsieur Jairi Shobanan, Open University of Mauritius. Chers amis, je vais vous inviter à écouter une histoire. Il était une fois une école, là où personne ne voudrait s'y être. Les éducateurs étaient très frustrés, les élèves ne se comportaient pas bien et la performance académique chutait d'année en année
et était arrivé à 34%. Vous pouvez imaginer que c'était à 80%. Un jour arriva un recteur qui lui aussi se sentait qu'il a été puni d'être affecté là-bas. Mais au bout de quelques semaines, il se dit: mais mon vieux, arrête de te plaindre. Tu es tout jeune, tu as toute une vie devant toi. Est-ce que tu veux finir comme ça en détresse? Et il s'est mis au travail. Il a fait des recherches. Il a trouvé que l'école peut être considérée comme une entreprise. Et il y a des processus que si on améliore ces processus-là et on gère ça bien, ça peut faire un effet magique sur l'école. Alors, comme vous pouvez constater, la performance qui était de 34% baissait complètement, et à la fin, après une analyse approfondie, il a trouvé qu'il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ça, mais il a consacré le temps à des choses qui sont très importantes, basées sur le principe de Pareto, comme vous voyez, le principe de 80-20. Et il a mis l'accent sur des choses qui sont très très importantes. Et finalement, vous pouvez voir la performance a pu être bien augmentée jusqu'à 66%. À peu près 2 fois. Vous, chers auditeurs qui m'écoutez attentivement, est-ce que vous croyez que cette histoire est vraie? Effectivement, le chercheur et le recteur, et il s'est fixé l'objectif d'arrêter la chute de la performance et essayer d'améliorer. Merci beaucoup. Notre prochaine candidate, Madame Sujian Lakshmi, Université de Maurice. Une centaine de millions. Oui, vous m'avez bien entendu, une centaine de millions. C'est le nombre de personnes atteintes de diabète dans la zone de l'océan Indien. Le problème des plaies diabétiques, c'est qu'elles cicatrisent très difficilement et finissent souvent par être amputées. Imaginez, vous, personne normale en bonne santé, vous tombez de votre vélo et vous faites mal au bras. Vous appliquez un simple pansement et vous attendez que ça guérisse et que ça cicatrise. Mais qu'en est-il d'un patient diabétique? Le choix du pansement devient très vite compliqué. Et moi, si je vous dis qu'il existe des pansements spéciaux qui agissent comme des supports médicaux, exactement comme ces échafaudages que vous voyez sur la diapositive, qui agissent comme support aux bâtiments en construction que nous voyons un peu autour de notre île. Ces supports médicaux sont constitués de fibres qui sont fabriquées à l'échelle nano, donc bien plus fins qu'un brin de cheveux, invisibles à l'œil nu. Mais pourquoi donc des nanofibres? Parce qu'une fois en contact avec une plaie, ces supports médicaux doivent être capables d'imiter l'environnement cellulaire de notre corps pour faciliter et accélérer la régénération de la peau et ainsi cicatriser la plaie. Maintenant, pour que ces supports médicaux soient compatibles avec notre corps, ils sont fabriqués à partir de plusieurs combinaisons de matériaux naturels et synthétiques. Alors, comment savoir quelles sont les meilleures combinaisons de matériaux les plus appropriées pour soigner une plaie diabétique? C'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse est d'utiliser des outils informatiques tels que l'intelligence artificielle afin de développer des modèles prédictifs qui vont pouvoir prédire les meilleures combinaisons de matériaux possibles qui vont constituer les pansements les plus performants, les plus efficaces pour soigner ces plaies diabétiques. Alors, comment ça se passe? Au laboratoire, là où on fabrique ces pansements, je récupère toutes les données de ces supports médicaux, qui caractérisent ces supports médicaux et je les entre sur mon ordinateur.
Je les intègre à mes modèles prédictifs et ces modèles, à leur tour, vont apprendre de ces données et vont s'améliorer en autonome. Ça s'appelle de l'apprentissage automatique. Ça va me permettre de découvrir des informations très essentielles sur mon jeu de données, donc mes pansements, et d'en tirer des prédictions qui sont basées sur des scores statistiques. Bien sûr, le but final est d'intégrer ces modèles sur une plateforme qui permettra à un médecin ou même à un chercheur d'entrer des données sur un ordinateur et de savoir quel pansement il devra utiliser pour soigner son patient. Ça s'appelle de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on adresse le bon traitement au bon patient au bon moment. Donc moi, Lakshmi, mon rôle est de faire le pont entre les sciences expérimentales, donc la nanotechnologie, et les outils informatiques, dont l'intelligence artificielle, afin de trouver des solutions pour un meilleur système de santé. Merci. Notre prochaine candidate, Madame Shekisun Budgen Bamini, Université des Mascareignes. Comment imaginez-vous le futur de l'électricité? Aujourd'hui, dans la production mondiale de l'électricité, les énergies renouvelables occupent une place importante. Mais parmi celles-ci, les énergies marines renouvelables n'occupent qu'un faible pourcentage, soit de 0,01%. Pour une planète qui s'appelle la planète bleue, c'est définitivement très peu. Dans ma thèse, je surfe la vague de l'énergie marine, qui juste sous nos yeux est une source d'énergie incroyable, renouvelable et totalement écologique. En ce qui concerne les énergies marines, l'île Maurice est très bien placée, car nous disposons de 330 km de côte. Les vagues en électricité, mais vous allez me demander comment est-ce que je procède. Laissez-moi vous assurer, mes chers auditeurs, que ce n'est pas la mer à boire. Ma thèse consiste à identifier divers endroits autour de l'île où l'on pourrait obtenir un maximum de puissance. Je place ensuite des hydroliennes qui servent essentiellement à convertir l'énergie marine en électricité. Les technologies qui existent déjà sont très coûteuses, doivent être placées en haute mer et sont difficiles à entretenir. Je fabrique mon prototype, comme illustré sur le schéma, à l'aide des matériaux durables qui résistent à la corrosion sans nuire à l'écologie marine. Avec ce type d'installation, on arrive à obtenir une capacité d'électricité incroyable qui peut être même intégrée à d'autres sources d'énergie. Au lieu de capter la hauteur des vagues, je capte l'aller-retour des vagues, qui est un mouvement continuel. Qui dit mouvement continuel dit énergie infinie. Ma thèse est en marge avec les objectifs du développement durable, qui est d'augmenter la production d'électricité fiable et sûre de sources renouvelables. À l'avenir, on pourra garantir l'accès à l'électricité sûre sans contribuer aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Croyez-moi, mes chers auditeurs, cette histoire d'énergie marine, ça va faire des vagues. Merci. Notre prochaine candidate, Madame Madan Anjani, Open University of Mauritius. Chère audience, imaginons pour une seconde qu'il ne se parle qu'une seule langue dans le monde. Ça peut être l'espéranto, le volapük ou bien le basic English. Est-ce que ça rendrait le monde meilleur? J'en doute. Peut-être dans une utopie, genre Eldorado. Mais revenons, si vous le voulez bien, dans le monde actuel, réel. Et dites-moi, combien de langues se parlent actuellement à votre avis? Eh bien, 7000 langues. 7000 langues, tenez-vous bien, pour une population mondiale de 7,8 milliards de personnes. Deuxième vérité qui risque de surprendre, c'est que seulement 4% de ces langues sont parlées par 97% de la population mondiale. Non mais comment on en est arrivé là?
Eh bien, colonisation, mondialisation, urbanisation, entre autres. Et la suite de ce scénario, à mon avis, c'est la mort pure et simple de beaucoup de ces 96% des langues. Divagation, vous allez me dire. Eh bien non, pas forcément. Figurez-vous que beaucoup de linguistes s'accordent à dire qu'effectivement, dans moins d'un siècle, la moitié de ces 7000 langues pourraient disparaître. Et puis, il y a d'autres études qui montrent que chaque 2 semaines, il y a une langue qui meurt. Une vraie hécatombe. En Afrique, on dit, quand une personne meurt, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Alors, imaginez les langues naturelles qui se sont élaborées à travers des siècles, emmagasinant connaissances, savoir-faire, savoirs ancestraux. Eh bien, quand ces langues-là disparaissent, vous en conviendrez, ce sont des pans entiers du patrimoine mondial de l'humanité qui disparaissent. Que faire? Eh bien, la solution, c'est la revitalisation linguistique. Mais attention, ça passe pas par la sensibilisation. À Maurice, c'est le Bhojpuri qui se retrouve dans cette situation de précarité. Et l'objectif de ma recherche, c'est de voir quelle est sa vitalité linguistique, quelles sont les représentations qui entravent sa promotion. Et les résultats de mon enquête montrent qu'effectivement, il y a une surabondance de représentations négatives qui vont entraver sa survie, qui vont être difficiles. Alors, chère audience, tout un chacun se doit d'être un agent pour sa langue maternelle. Il y va de la diversité linguistique dans le monde, au même titre que la biodiversité. Autrement, on construirait le futur sur du sable mouvant. Que sais-je? Ce sera le retour, la Babel revisitée. Et ainsi. Notre prochaine candidate, Madame Jahajia Avisha, University of Technology, Mauritius. Il y a un proverbe qui dit « Ne prévoyez pas le malheur, sauf si c'est ce dont vous pouvez vous prémunir. » L'anxiété ne sert à rien si on ne peut pas la transformer en défense. Les prévisions jouent un rôle essentiel dans le processus de prise de décision dans plusieurs domaines. Par exemple, la prévision de la consommation d'énergie. Imaginez que c'est le week-end et que vous êtes en train de regarder votre émission préférée à la télé et que soudain, il y a une coupure de courant. Agacé, vous appelez la station pour vous renseigner sur la situation et on vous répond « Désolé madame, on ne savait pas que beaucoup de gens allaient regarder la télé et comme c'est l'été, tout le monde utilise la climatiseur. Par conséquent, il y a eu une surcharge d'électricité. Comment vous sentez-vous? Il n'y a pas d'électricité. » Nous pouvons voir qu'un manque de compréhension des ressources peut conduire à des inefficacités opérationnelles élevées et comment cela peut affecter notre vie quotidienne. Avec l'avènement de plusieurs projets d'infrastructure à Maurice, citons par exemple le projet de Métro Express et les développements qui s'en découlent. La consommation d'énergie est vitale pour le développement durable de l'économie. Plusieurs modèles de prévision ont été développés et utilisés par des chercheurs du monde entier. La plupart des méthodes conventionnelles nécessitent de grands ensembles de données pour pouvoir faire des prévisions. Maintenant, que se passe-t-il si nous n'avons pas assez de données? Des informations insuffisantes, des informations pas trop claires? Serons-nous en mesure de faire des prévisions? Alors, une solution à cette limitation est la prévision basant sur la famille des modèles Gray. Que sont les modèles Gray, vous vous demandez? Il s'agit d'une technique d'étudier l'incertitude liée à des petits ensembles de données ou des informations insuffisantes. Les spécialistes utilisent souvent des couleurs pour décrire l'incertitude de l'information. Lorsque l'information d'un système est connue avec une certitude totale, le système est considéré comme blanc. À l'autre extrême, si l'information est totalement inconnue, le système est désigné comme gris, comme noir.
Ainsi, le système qui est partiellement connu et partiellement inconnu sont désignés comme gré. L'objectif de ma thèse est de développer une interface conviviale présentée de manière simple et claire qui sera basée sur plusieurs modèles de gré. Cela permettra aux utilisateurs de tous les domaines de facilement exploiter le potentiel de prévoir avec les modèles gré. Merci. Notre prochain candidat, Monsieur Kodabux Kalim, Université des Mascareines. Bonjour, la population augmente et de ce fait la consommation et la demande en énergie croît aussi. Nous constatons en fait que afin de lutter pour l'environnement et même pour lutter contre l'environnement et pour protéger l'écosystème, il faut certainement penser à établir des ressources en énergie renouvelable et de moins en moins l'utilisation du charbon et de la biomasse. Le vent les ressources d'énergie nous fait penser justement des ressources naturelles provenant des vagues, provenant du soleil et provenant du vent. Mon but c'est de faire vendre le vent. La production d'énergie à partir d'éoliennes se passe en 4 étapes. La première, c'est le vent souffle sur les hélices. Les hélices ne font que tourner les parties mécaniques. Les parties mécaniques entraîneront le générateur, une unité responsable pour la génération de l'énergie électrique. Ensuite, nous avons la préparation et la distribution de l'énergie électrique. Aussitôt que les foyers, les hôpitaux et les supermarchés ont besoin de l'énergie, certainement, on peut leur fournir de l'énergie. Alors, ça c'est concernant en fait les éoliennes terrestres. Par contre, au niveau des éoliennes de mer, nous avons beaucoup des contraintes. Par exemple, le vent souffle bien plus fort sur les mers que sur les terres. Certainement, il faudrait assurer la performance en productivité sans pour autant casser les hélices. Il faudrait certainement penser au niveau environnemental puisque les parties mécaniques seront exposées à la rouille. Le long chemin de parcours entre les câbles des abonnés et de la production sont également essentiels. Quelques ordres de grandeur, une éolienne mesure 60 mètres, elle pèse 60 tonnes et les hélices mesurent environ 30 mètres. À savoir que nous avons 11 éoliennes qui produisent actuellement l'énergie électrique pour alimenter 100 000 foyers. Il faudrait certainement en préciser que nous avons également des problèmes au niveau des éoliennes terrestres. Par exemple, il faudrait choisir en fait un site plane et non pas des sites marécageux. Il faudrait certainement trouver en fait des endroits adéquats pour placer des éoliennes sans pour autant produire de la pollution sonore. Les éoliennes malheureusement rencontrent des pannes et des défaillances qui peuvent même s'avérer désastreuses et catastrophiques. Et de ce fait, la surveillance prédictive et la maintenance à distance sont primordiales afin d'assurer le bon fonctionnement de notre système. C'est ce en quoi mon travail se repose justement sur des méthodes mathématiques et sur des connaissances techniques. Je vous remercie, vous tous, de votre attention. Notre prochaine candidate, Madame Kodabux Nourchanaz, University of Technology. Imaginez-vous qu'après d'avoir travaillé de nombreuses années, disons demain vous avez travaillé de nombreuses années, vous avez pu ramasser un peu d'argent. Mais maintenant cet argent, vous voulez l'investir. Mais avant d'investir votre argent, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Et une des facteurs les plus importantes, c'est la volatilité. C'est quoi la volatilité? La volatilité, c'est l'intensité des fluctuations d'un actif financier autour d'une tendance centrale. En termes plus simples, c'est quand un prix d'une action, ça bouge beaucoup, on dit que l'action est bien volatile. Mais si l'action est bien volatile, cela signifie aussi qu'il y a plus de risques associés à ce produit. Mais vous êtes un investisseur. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années pour pouvoir avoir cet argent-là. Vous avez un niveau de risque que vous pouvez accepter. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça, parce que si vous allez au-delà de ça, vous risquez de perdre tout. Maintenant, un des exemples
exemple que je peux vous montrer où une mauvaise gestion de la volatilité nous a affecté le monde, c'est en 2007-2008 où on avait eu la crise financière, où l'économie mondiale avait été affectée, où on avait eu une grande baisse au niveau de l'activité économique à travers le monde. Les prix des actifs avaient baissé considérablement et de nombreuses économies à travers le monde sont tombées dans une récession. Maintenant, imaginez-vous que vous étiez un investisseur à cette époque-là. Vous auriez perdu tout votre argent. Je ne dis pas que pour chaud, vous allez perdre tout, mais vous auriez pu perdre. C'est pourquoi il est très très important de prédire la volatilité afin que l'investisseur il sache approximativement comment le marché va bouger. Et quand il sait approximativement comment le marché va bouger, il pourra savoir mieux où investir son argent. Cela lui aide mieux en prenant sa décision. Mais pour pouvoir prédire, il faut avoir accès à des modèles mathématiques. Et pas tout le monde qui a accès à ces modèles. C'est pourquoi que nous avons pris l'initiative de développer un package convivial qui va aider les utilisateurs à avoir accès à ces approches en pointe de matière de prédiction et modélisation de la volatilité afin de les aider à pouvoir mieux prendre une décision. Et ensuite prédire la volatilité pour pouvoir être plus efficace en prenant leurs décisions. Merci. Notre prochaine candidate, Madame Rougoumali Bibi Yushra, Université de Maurice. À l'heure où nous vivons une pandémie qui pourrait décimer la plupart des êtres humains, les vaccins demeurent une nouvelle arme primordiale dans la lutte contre le Covid-19. Mais alors, qu'en est-il de ce fléau qui dure et perdure depuis des décennies et qui fait des centaines de milliers de morts dans le monde? Qu'en est-il de la consommation de drogue? Moi, Yusra, étudiante à la fac, vous robez à cadre d'entreprise, Anna, mère au foyer, personne n'est à l'abri. Pouvons-nous appliquer les mêmes gestes barrières tels que la distanciation physique pour lutter contre ce fléau? Malheureusement, c'est un non. Sachez que diverses études démontrent de la répercussion négative de la consommation de la marijuana sur le cerveau des usagers. Alors que certains pays ont pris des mesures pour dépénaliser la marijuana, d'autres États maintiennent la prohibition. Voilà toute la problématique de ma thèse. Allons voir comment. Évidemment, la légalisation de la marijuana va éventuellement impliquer la vulgarisation de la consommation récréative. Mais au-delà de ça, il faudrait bien surveiller à ce que ce ne soit pas non plus la banalisation outrancière de cette drogue. Voilà tout l'enjeu du modèle NERA. NERA décrit le dynamisme de la consommation de drogue basé sur l'influence de la pression des pairs. Ce modèle regroupe les 4 catégories d'usagers de drogue, à savoir les non-usagers, les expérimentateurs, les usagers réguliers et enfin les accros. NERA, basé sur des équations différentielles, est là pour nous permettre d'analyser divers scénarios avant, pendant et après la légalisation. Justement, on a appliqué le modèle NERA afin d'analyser l'impact de la légalisation sur l'État de Washington. NERA a toutefois démontré que la dépénalisation a favorisé la hausse de la consommation et surtout l'influence qu'exercent les usagers réguliers et les expérimentateurs sur les non-usagers. De plus, si on avait fait des campagnes de prévention, mettons 1 an avant la légalisation, on aurait pu réduire considérablement le nombre d'usagers. Et ces camemberts ici de NERA confirment cela. Mesdames et messieurs, puisque la légalisation de la marijuana à Maurice fait débat, le modèle NERA tombe à pic, car il donnera en temps réel un aperçu de l'impact d'une éventuelle légalisation. Ainsi, nous serons en mesure de mieux jauger la situation, d'appliquer les stratégies adéquates pour contrer ce fléau efficacement. Je vous invite à cogiter sur le modèle NERA. Unissons-nous, mobilisons-nous et certainement nous remporterons cette guerre contre les drogues. Merci. Notre prochaine candidate,
Madame Gopi Ramdani, Narvada, University of Mauritius. Mon rêve, c'est d'avoir une maison. Durant ces dernières années, j'ai travaillé et j'ai économisé et finalement, je pense que je vais pouvoir m'acheter cette maison. Premièrement, avant de construire ma maison, je dois avoir un terrain résidentiel. Et la question que je me pose, c'est combien coûte un terrain résidentiel? Alors, je vais voir un agent immobilier qui m'indique que un terrain résidentiel coûte entre 5 000 roupies à 30 000 roupies le mètre carré, selon la région où se situe le terrain. Alors, je me dis, ça coûte très très cher. Je vais voir mon papa, qui me dit que lui, il avait acheté son terrain à 100 roupies le mètre carré, ce qui me semble bien plus abordable. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi une si grande différence entre le prix payé par mon papa et celui de l'agent immobilier? Alors je me rends compte que mon papa, il avait acheté son terrain en 1970 et à ce moment, cela coûtait environ 100 roupies. Et aujourd'hui, en 2021, un terrain coûte environ 10 000 roupies. C'est-à-dire, au cours des derniers 50 ans, il y a eu une hausse de 10 000% sur le prix d'un terrain résidentiel. L'objectif principal de cette étude va être de comprendre pourquoi il y a des fluctuations dans la valeur des terrains résidentiels. En particulier, on veut établir les facteurs qui déterminent le prix des terrains résidentiels, notamment des facteurs d'ordre macroéconomique et aussi des facteurs démographiques ainsi que des facteurs d'ordre psychologique seront pris en considération pour comprendre les fluctuations des prix des terrains résidentiels. C'est très important de comprendre le fonctionnement et la formation de la valeur des actifs immobiliers, surtout quand on considère que mondialement, l'une des formes principales de richesse détenue par les individus, c'est l'actif immobilier résidentiel. De ce fait, quand il y a des fluctuations dans la valeur de l'actif immobilier résidentiel, cela affecte la richesse des individus et quand la richesse des individus est affectée, cela va affecter leur consommation. Finalement, quand la consommation de l'individu est affectée, ceci aura un effet indirect sur l'économie. Notre prochaine candidate, Madame Kipkam Anaël, University of Mauritius. « 10 millions. Malheureusement, ce n'est pas le montant de mon compte en banque, mais le nombre de morts dus au cancer en 2020. D'après les statistiques, une personne sur 5 souffrira un jour d'un cancer. Peut-être vous, derrière l'écran, ou même moi. Effrayant, n'est-ce pas? Mais bonne nouvelle, 30 à 50% de ces cancers peuvent être prévenus par des mesures simples, comme arrêter de fumer ou manger plus de fruits et légumes. Et oui, mesdames et messieurs, il existe des mesures aussi délicieuses que les fruits et légumes contre le cancer. Je vous explique. Les fruits et légumes contiennent des molécules bénéfiques, appelées les polyphénols. Ces polyphénols forment partie d'un grand groupe de molécules normalement sécrétées par les plantes, leur donnant leurs caractéristiques. Par exemple, l'anthocyanine, un polyphénol responsable de la teinte violette de l'aubergine. Diverses études ont démontré les nombreux bienfaits de ces polyphénols, spécialement contre le cancer. Mais ces études ont été effectuées sur des légumes crus. Mangez-vous tous vos légumes crus? Non, pour moi la plupart sont cuits et j'imagine que c'est aussi votre cas. Alors que se passe-t-il donc à ces polyphénols après cuisson? D'où l'objet de ma thèse, analyser les effets préventifs du cancer de ces aliments après cuisson. Alors, pour mon projet, j'ai choisi des aliments cultivés localement et faciles d'accès à la population mauricienne. Première étape de mon projet, comparer la quantité de polyphénol avant et après cuisson. Ensuite, analyser ces différents aliments sur
Des modèles cellulaires, donc simplement des cellules cancéreuses que l'on fait grandir en laboratoire et que je mets en contact avec mes différents échantillons crus ou cuits. De façon très intéressante, les différents aliments réagissent différemment à la même méthode de cuisson. Ça, c'est parce que tous les légumes, comme vous et moi, sont différents. Alors, par exemple, les braies Tom-Pouce, un légume vert très apprécié des Mauriciens, est aussi efficace, buis que cru, pour la prévention du cancer du foie. Par contre, le fruit du moringa, plus connu comme bâton morum à Maurice, est moins efficace contre ce même cancer après ébullition. Mais tout cela reste encore des résultats préliminaires. Et reste encore à définir le comment, donc le mécanisme d'action de ces aliments sur le cancer. Car une cellule cancéreuse reste complexe et malicieuse. En attendant, mangez vos 5 fruits et légumes par jour et très bientôt, je vous conseillerai sur comment préparer vos aliments pour prévenir le cancer. Merci. Bravo aux candidats pour leurs prestations. Je ne souhaite pas être parmi les membres du jury dont la tâche est extrêmement délicate. Mesdames, Messieurs les membres du jury, pendant vos délibérations, nous allons accueillir Monsieur Robert Furlong à partager avec nous ses impressions en tant que formateur. Ma thèse en 180 secondes, rien que cet intitulé pose déjà un certain nombre de questions. Il s'agit de thésards, donc des gens de très haut niveau qui font des recherches extrêmement pointues, et ces thésards, on va leur demander de rassembler toutes leurs connaissances, de rassembler un certain nombre de conclusions auxquelles ils sont arrivés dans un espace-temps de 180 secondes. Un espace-temps de 180 secondes qui est à la fois un espace-temps assez large, mais aussi relativement restreint. Donc, ce que j'ai choisi comme démarche de formation pour ces différents thésards qui ont pu être présents à nos sessions, compte tenu des conditions sanitaires, la démarche a été d'abord de les familiariser avec le contenant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que 180 secondes. Donc en les amenant à écouter l'espace-temps de 180 secondes, à comprendre comment ils peuvent distiller, organiser, structurer leurs propos pour que cela entre à l'intérieur de 180 secondes et que cela ne soit pas trop étriqué. Là, ça a été, je crois, l'aspect essentiel de la formation que j'ai délivrée, qui a été une formation extrêmement active. Elle n'a pas été une formation, n'est-ce pas, de maître à étudiant. Elle a été une formation toujours en échange permanent. Tout le monde a travaillé pour se mettre au diapason de cette épreuve. Bien entendu, il a fallu une adaptation aux conditions sanitaires prévalentes. Donc il a fallu par exemple se réunir en 2 groupes et par la suite, ce qui a très très bien marché, c'est la possibilité de converser par les réseaux sociaux existants. Je ne citerai pas de quels réseaux sociaux il s'agit, mais il y a eu des entraînements individualisés par rapport aux différents participants qui le souhaitaient. Merci, Monsieur Furlong. Chers amis, restez connectés sur le même lien, soit la page Facebook du CNF de Réduit. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la proclamation des résultats. Chers amis internautes, bienvenue à nouveau. Nos jurés ont enfin délibéré après une tâche laborieuse. Nous allons repasser en revue les critères d'évaluation qui étaient comme suit: talent d'orateur et implication, vulgarisation, structuration de l'exposé et coup de cœur. Donc, pour faire durer le suspense, nous accueillons maintenant Madame Devika Sadal, présidente du comité des jurés, à nous adresser quelques mots et à présenter et proclamer les résultats. Bon après-midi à tous. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour ces belles prestations que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'écouter
cet après-midi. Vous avez tous fait preuve d'éloquence, d'une maîtrise de la langue française, chose qui n'est pas facile. Je conçois que pour la plupart parmi vous, vos recherches sont en anglais, de par la particularité bilingue, voire trilingue de l'île Maurice, surtout sur le plan académique et communicationnel. Vous avez presque tous respecté le temps alloué pour vos prestations, tout en étant concis sur le contenu de vos allocutions que vous avez présentées d'une façon méthodique et cohérente. Donc, je vous dis un grand bravo pour ces défis relevés, car en 3 minutes chrono, vous avez réussi à expliquer et valoriser vos travaux de recherche à une audience profane, et c'était le but du concours de MT 180. Les évaluations ont été faites sur 3 critères, notamment sur une note de 6 points chacune. Le talent de l'orateur et son application, la vulgarisation à travers des concepts ou illustrations facilement compréhensibles, la structuration de l'exposé et le coup de cœur qui est sur 2 points qui nous a été justement utile pour départager. Donc, chacun des 3 jurys ont fait une évaluation indépendante et on s'est ensuite concerté pour délibérer. Malgré les belles prestations et la tâche difficile que vous nous avez donnée, les jurys étaient unanimes sur les 3 candidats primés. Mais je tiens à préciser que les autres candidats sont loin d'avoir démérité. Et voici le moment tant attendu. Et voilà, j'ai le grand plaisir d'annoncer les noms des gagnants ou gagnantes, en commençant par celui ou celle qui est à la 3e position. Donc, c'est Madame Anjani Merdan de l'Université Open University de Maurice, qui est dans son programme de sa thèse de doctorant et intitulant Dynamique du champ linguistique mauricien et suivi des langues ancestrales minoritaires, une étude socio-linguistique du Bhojpuri. Bravo, Madame Anjani Merdan. En 2e position, nous avons Madame Bibi Yusra Rohmali de l'Université de Maurice et son projet de recherche est sur la modélisation et analyse mathématique de la dynamique de l'influence des pairs sur la consommation de marijuana en milieu scolaire. Bravo à Madame Rohmali. Et sans faire durer le suspense, j'ai le plaisir d'annoncer le grand gagnant, le lauréat du MT 180 édition 2021, qui est Madame Bunchen Bamini Srikisun de l'Université des Mascareignes, qui nous a présenté son exposé, bref exposé en 3 minutes chrono sur l'exploitation des énergies marines à l'île Maurice, conception, modélisation, analyse et prévision.
Bravo à Madame Tikissoum. Donc, c'est avec une grande joie que nous avons 3 gagnantes, 3 dames gagnantes. Bravo. Et donc, c'est la fin du suspense. Je vous souhaite tous une bonne continuation de vos recherches et un bon cheminement de votre parcours professionnel. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre concours, de deuxième édition de notre concours Ma thèse en 180 secondes. Je profite de cette occasion pour remercier vivement les membres du jury qui nous ont accompagnés cet après-midi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la remise des prix et pourquoi pas la 3e édition de Ma thèse en 180 secondes. À très bientôt.